Les grands titres de l'actualité de ce lundi 17 avril 2023. Marie-Ève, bon matin. Bonjour, Michel. Marie-Ève, d'abord, on va parler du secteur agricole qui est sous pression. Écoute, les mauvaises nouvelles s'accumulent dans le secteur agricole et pourtant, c'est une industrie qui est tellement importante parce que c'est ce qui met ce qu'on mange dans notre assiette à tous les jours. Alors, je pense qu'il y a certaines inquiétudes là, qui ont été rapportées par un sondage qui a été mené par l'Union des producteurs agricoles du Québec. Le secteur agricole qui est sous pression, puis ce qui s'est passé avec Olimel, l'annonce de la fermeture d'Olimel à Vallée-Jonction la semaine passée, c'est rien pour aider, particulièrement dans l'industrie du porc. Effectivement, puis dans Chaudière-Appalaches plus particulièrement, parce que oui, le sondage est sorti, mais ça dit que Chaudière-Appalaches a le même problème. Évidemment, là, on ne sera pas surpris de ça. C'est une industrie majeure au Québec qui est l'agriculture. Et du côté d'Olimel, bon, on en a beaucoup parlé, on va vous rappeler ça. Donc, on dit que Olimel a perdu l'année dernière 338 millions de dollars. Pour la fermeture d'Olimel à Vallée-Jonction, c'est 994 emplois perdus. Et évidemment, le gouvernement se revient de bord, mais c'est pas la première fois que le gouvernement veut aider cette industrie-là. Donc, on le sait que ça va déjà pas bien depuis un bout de temps. Il y a 2 ans, Québec a investi 150 millions dans Olimel pour renforcer les sièges sociaux ici, consolider 10 000 emplois chez nous. Alors là, c'est presque 10 000 emplois c'est presque 1 000 emplois qu'on va perdre cette fois-ci. Pourquoi? Parce qu'en Chine, c'est là qu'on fait le plus d'exportation, finalement. Et la Chine a décidé de bâtir une ferme porcine de 27 étages, imaginez. Donc, Olimel prévoit exporter 1 million de porcs de moins cette année. Ça marque, c'est pas pour rien qu'ils sont obligés de fermer, mais là, oui, ça a un impact sur les emplois, ça a un impact également sur les fermes porcines qui sont quand même assez présentes dans Chaudière-Appalaches. Et on commence à dire, comme un peu, on a dit dans tous les emplois pendant la pandémie, depuis quelques années, il va falloir se réinventer. De quelle façon est-ce qu'on va pouvoir réinventer l'industrie porcine? J'ai pas la tête pour penser à ça. Sincèrement, je ne sais pas comment ils vont s'y prendre. Je leur souhaite vraiment bonne chance, mais c'est une industrie majeure encore au Québec, tout comme l'agriculture. Il va falloir faire de quoi pour sauver ces fermes-là ou, justement, se virer, aller chercher d'autres choses. Mais on dit aussi depuis quelques semaines que malheureusement, ça manque de relève dans l'agriculture. Est-ce qu'on va utiliser le fait qu'il n'y a pas de relève pour fermer certaines industries, fermer certaines fermes? C'est possible à ce moment-là. Oui, puis l'augmentation des taux d'intérêt, tout ce qui se passe, tu sais, la pression économique se fait aussi ressentir partout sur l'industrie agricole. Alors, et ce qu'on dit, c'est que plusieurs fermes qui pourraient tout simplement fermer leurs portes, là. Oui. Tu sais, il faut dire que, que ce soit la ferme de grand-papa ou de papa, ce sont des entreprises, là. C'est une business. Alors, il faut que ça rapporte, puis il faut qu'il en reste. S'il n'y a pas de profit, c'est comme une autre entreprise. S'il n'y a pas de profit, il faut penser à un moment donné de dire, là, j'ai assez perdu d'argent. Si on n'est pas capable de rentabiliser l'entreprise, c'est aussi bien de fermer les portes. Et aussi, on le sait que la relève entrepreneuriale dans l'industrie agricole, c'est pas évident parce que les fermes, ça vaut cher. C'est des millions. C'est des millions. Oui. Donc, évidemment, commencer dans le domaine, on n'a à peu près pas d'expérience, on n'a pas de preuves à donner non plus pour aller chercher les prêts. Puis s'endetter en partant de millions de dollars, c'est vraiment impressionnant. Puis ça fait peur pour la relève aussi. Puis je pense que ça fait peur aux gens établis qui ont ces fermes-là, qui n'ont pas envie nécessairement de laisser ça à leurs enfants en se disant « Hey, c'est comme si je donnais un paquet de dettes à mes enfants en partant. C'est comme si je suis mal à l'aise de faire ça. » Il y en a beaucoup d'agriculteurs qui sont mal à l'aise de faire ça, justement, et d'éleveurs. Alors, encore une fois, on s'accroche après le gouvernement, mais il n'y a pas que le gouvernement. Je pense que c'est à nous autres aussi, nos producteurs de la région. Tu sais, je parlais de ça avec Francis Rouleau récemment, là, du magasin Coop IGA, qui met beaucoup d'efforts à aller chercher des producteurs de la région pour qu'ils puissent vendre leurs produits à l'intérieur du magasin. Et il me disait que ça représente à peu près 5 pour ces gens-là qui ont des espaces.
Et je pense qu'il y a 0,5 de l'espace utilisé, alors qu'il y a de la place chez IGA. Donc, c'est une façon pour nous d'aider nos agriculteurs de la région particulièrement. Là, ça va pour tout le monde du Québec, là, mais particulièrement pour Chaudière-Appalaches et aussi nos producteurs immédiats. Il faut les supporter. Absolument. Puis Michel, quand on voit une fermeture comme la fermeture de l'IMEL, on ne peut pas faire autrement que de se rappeler la fermeture de Whirlpool à Montmagny parce que c'est majeur, 990 emplois. Là. On sait que c'est pas facile pour Vallée-Jonction. Là. Marie-Ève, t'es pas mal chanceuse. Tu te oui? promènes, oui, il faut que je le dise, t'es chanceuse. Toi, tu peux te promener et aller voir de magnifiques installations, des projets qui se réalisent dans notre région. Et là, t'es sorti un petit peu de notre territoire. Un petit peu plus loin. Un petit peu. Puis pourtant, on discutait de ça parce que pour moi, Saint-Vallier, c'était peut-être un petit peu plus loin, mais pourtant, c'est à côté. C'est la même distance. C'est une quinzaine de minutes pour aller là. Et tu as pu voir le projet de reconversion de l'église de Saint-Vallier. On en a parlé un petit peu vendredi. Oui. Mais là, on a des images. C'est vraiment magnifique ce qu'on a réalisé. C'est absolument magnifique. Je ne sais pas si on peut écouter le maire puis voir l'extrait qu'on a diffusé ce matin. Oui, on y va. Bien, c'est un projet qui a été initié en 2011 avec la fabrique qui avait levé le bras pour dire, nous, on a des problèmes de financement. Et à ce moment-là, la municipalité s'était penchée sur l'idée de voir qu'est-ce qu'on ne pourrait pas faire. Un comité de réflexion s'est mis en œuvre et 13 personnes se sont engagées à travailler sur ce comité-là. Et au bout de 2-3 ans, a émergé un projet où, pour une partie, dans le chœur et la nef, on retrouve la salle communautaire qui a été inaugurée en juin dernier. Par la suite, il y avait aussi le bureau municipal qui était auparavant situé à la Saint-Vallier-Station, puis qui, pour les besoins, ne convenait plus, alors qu'il avait été relocalisé temporairement dans les locaux de la Caisse. Alors, c'est une location que la municipalité avait fait. Et puis là, bien, en 2019, on a relocalisé les bureaux municipaux dans la salle paroissiale de l'Église. Alors, c'est quand même un immense bâtiment. Puis dans toute cette réflexion-là, il y avait aussi la bibliothèque qui logeait déjà dans des espaces de 880 pieds carrés, je pense. Et ce qu'on nous disait, c'est que la bibliothèque avait besoin de d'espaces plus grands pour mieux aménager, avoir un petit peu plus de livres, puis peut-être un peu plus bénéficier de ce qui se retrouve dans une bibliothèque habituellement. Alors ici, c'était le projet de mettre la bibliothèque dans la sacristie, 2000 pieds carrés. Alors c'est immense, c'est grand, c'est beau. Alors on est très fiers de ce projet-là qui a quand même pris un bon 12 ans à se matérialiser, mais en fait, ça en valait la peine. Donc, on a pu voir avec l'extrait certains endroits aussi, là, certaines rénovations qui ont été faites. L'entrevue complète présente vraiment beaucoup de rénovations. Là. On s'est promené, on a fait le tour. Le maire nous a vraiment là, permis d'avoir accès à toute la bâtisse, tout le bâtiment au complet. Et c'est vraiment très, très beau ce qui a été fait. Je ne sais pas si on le voyait dans cet extrait-là, mais quand il dit que la bibliothèque est dans la sacristie, là, c'est vrai, là, tout de la sacristie est encore là avec les vêtements ecclésiastiques et tout, parce qu'il y a encore des messes là-bas, parce qu'ils ont gardé une partie encore confessionnelle. C'est vraiment intéressant à voir. C'est vraiment de toute beauté. Et bientôt, il va y avoir une œuvre d'art qui va s'ajouter dans la bibliothèque Marie-Joseph Corriveau. Le Parc des champs de bataille a fait l'année dernière une exposition sur la Corriveau. Et il y a une de ces œuvres-là qui va s'intégrer dans le paysage de l'Église, donc dans la bibliothèque, et ça va être de toute beauté. Là. J'ai vraiment hâte qu'elle soit installée pour pouvoir vous en parler parce que c'est une œuvre majeure. Un beau projet. Félicitations au maire que j'ai bien connu dans une autre vie parce qu'il était directeur de la MRC de Montmagny, de Bellechasse, pardon, directeur général de la MRC de Bellechasse. Donc, bien connu, M. Vallière. Alors, c'est un monsieur très dynamique. Donc, beau projet. Maintenant, c'est la semaine des bénévoles du 16 au 22. Et je trouve ça tellement approprié qu'on tienne une semaine des bénévoles parce qu'on en a besoin. Oui, absolument. Il faut souligner l'apport de ces gens-là parce que le bénévolat va amener beaucoup dans notre société, ça, vous en conviendrez, que ce soit autant dans le sport, dans les arts ou encore dans les entreprises. On a besoin de bénévoles. On a juste à penser du côté de l'hôpital à Montmagny.
si on n'avait pas les bénévoles sur place, je pense qu'il y aurait du monde qui trouverait le temps long. Parce que ça fait du bien de les avoir. Ils vont jaser avec les gens, ils vont leur offrir un café. C'est sûr que l'argent qu'ils vont ramasser vont aller à une cause, vont aller à la fondation, mais ils sont là justement parce qu'ils y croient, puis parce qu'ils ont envie de donner ce temps-là. Et donner du temps, c'est pas si gratuit que ça pour tout le monde. Donc, c'est vraiment là un geste important pour notre société, je vous le rappelle, jusqu'au 22 avril. Donc, c'est la semaine de l'action bénévole. Et la Ville de Montmagny, comme à chaque année, a décidé de souligner la part de certains bénévoles. Il y en a vraiment beaucoup. Si vous vous rendez sur le site de la Ville, il y a une section justement pour les bénévoles et on vous les présente, ces bénévoles qu'on a choisi d'honorer cette année. Et déjà, si vous vous promenez depuis hier dans la Ville de Montmagny, à certains endroits, il y a des petites pancartes qui ont été installées sur les terrains. Et ça, c'est à cet endroit, ça le dit, il y a un bénévole, une personne importante qui y vit. C'est les bénévoles qui ont été honorés, qui sont honorés cette année, là, qui ont droit à cette petite reconnaissance sur leur terrain. Je sais que tu as une liste, là. Oui. Serais-tu trop long de les nommer? Il y en a beaucoup. Écoute, non, il n'y a rien d'assez long. J'en ai pas mal. Ben, écoute, prends le temps. Je pense que ça vaut la peine de prendre... on parle de l'importance de nos bénévoles. Ben, je trouve que c'est important qu'on les nomme. Alors, bon, je n'ai pas inscrit les organismes. Je vais aller chercher un verre d'eau. Oui, vas-y, Michel va prendre une marche. Alors, Isabelle Pelletier, Ghislaine Bernard, Suzy Laure Foppa, Christiane Bouillet, Nicole Saint-Pierre, Stéphane Coulombe, Gaétane Simoneau, Sylvie Tondreau, Isabelle Dumont-Giroux, Valérie Beaulieu, Diane Sansfaçon et André Grégoire, Roger Caron, Daniel Mercier, Élodie Louvel, Micheline Giasson, Jacques Gagné, Philippe Charret, Chantal Couture, Hélène Laure, Nicolas Gendron, Bertrand Guimont, France Clavette et Pierre Boulay, Sophie Mercier et Roland Leblanc. Alors, merci à vous. Un grand merci à vous. Ça valait la peine de les nommer. Oui. C'est beau? Oui. 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 Ben, écoute, dans la Ligue de hockey olympique, quand on parle au niveau du sport, on parle toute l'année des résultats. On donne les résultats chaque lundi matin. Bien là, ça s'est terminé en fin de semaine. Le hockey, avec la fin de la Ligue de hockey olympique, ça se termine. Je pense qu'il y a le tournoi de Claude Boulay là, qui s'en vient ou qui est passé, je ne sais pas. Mais je pense que la saison est terminée. Donc, c'est le groupe MG qui est grand champion pour la Ligue de hockey olympique. Et je voudrais mais je voudrais féliciter Joël Croteau. Parce que Joël, c'est le président de la Ligue. C'est lui qui a démarré ça il y a 11 ans. Et ça remporte un grand succès. Félicitations, parce qu'il y a beaucoup d'implications de la part de Joël. De la part des partenaires aussi. Ça prend des partenaires, ça prend des joueurs, bien sûr, des capitaines. Alors, bravo à tout ce beau monde-là pour la réussite. Et on entreprend la 12e saison à compter de septembre prochain. Les Canadiennes, pour une des rares fois, les Canadiennes qui ont perdu le championnat mondial de hockey féminin, ce sont les États-Unis qui ont remporté la médaille d'or. Donc, elles méritent la médaille d'argent et c'est la Tchécoslovaquie qui mérite la médaille de bronze. Et enfin, ce soir, parce que là, il va être difficile à sortir de la maison au cours des prochaines journées, du moins pour peut-être un mois ou deux, parce que ce sont les séries de la Coupe Stanley. Ah. Et c'est vraiment là l'apogée de l'année, là, que là, on retrouve les meilleurs joueurs, les meilleures équipes, puis c'est enlevant, c'est vraiment du beau hockey. Alors, les séries de la Coupe Stanley qui commencent ce soir, et on sait que le Canadien a été éliminé, encore une fois, la semaine dernière. Demain, c'est la chronique d'éducation au cœur de notre région, et on se transporte à Saint-Fabien-de-Panay, et il y aura la candidate de l'île aux Grues pour les élections municipales qui sera notre invitée demain. C'est ce qu'on vous propose comme menu. Merci, Marie-Ève. Bonne journée.